Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler de Gérald Darmanin. Comme tous les médias là pendant les fêtes, vous avez vu, il était là partout, il était là tout le temps. Ouais, c'était pas vraiment l'esprit de Noël, quoi. Et bonne année, hein. Putain, ça commence fort. Si vous avez profité des fêtes pour voir votre famille et suivre un peu moins l'actu, bah nous, on a continué à suivre tout ça juste pour vous. Et sachez que ces derniers temps, l'actu c'était Darmanin. Darmanin aux 20h, Darmanin le matin, Darmanin à Marseille, Darmanin dans le Parisien, ça n'a pas arrêté. Et oui, parce qu'il est à nouveau ministre. Ah, parce qu'à un moment donné, il était plus ministre? Moi j'ai l'impression qu'il est ministre depuis 2017. Mais il est ministre depuis 2017, mais il était pas dans le gouvernement Barnier. Barnier l'avait remplacé par Retailleau. Ah oui, Bayrou, il nous a mis Retailleau plus Darmanin, qui est maintenant ministre de la Justice. Et oui, on Wow. a les deux. Depuis 2017, Darmanin est au service d'Emmanuel Macron, mais aussi et surtout de lui-même. C'est sans doute le ministre le plus investi dans sa communication personnelle. Peu importe le ministère où on le nomme, Darmanin sait mieux que tout le monde comment mettre sa fonction au service de sa petite notoriété et de ses grandes ambitions, ambitions qu'il dissimule à peine. Et la presse le lui rend bien. Ces scandales sont peu médiatisés, et pourtant il y a de quoi faire, mais chacune de ces sorties est abondamment commentée. Les médias adorent Gérald Darmanin. L'année dernière par exemple, Ouest France montrait que Gérald Darmanin était l'homme politique le plus médiatisé après le président Macron et le Premier ministre Attal. Et oui, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et Darmanin, on sait pas trop ce qu'il fait exactement, mais on sait qu'il le fait, et à chaque fois. Bon, là, il est ministre de la Justice, donc il a encore rien fait, mais il a déjà annoncé des trucs. Enfin, il a déjà annoncé qu'il allait faire des trucs. Oui, c'est déjà pas mal, parce que pendant ce temps-là, Amélie de Montchalin, ministre chargée des comptes publics, vous savez ce qu'elle va faire pour les comptes publics? Ah bah non, on sait pas parce qu'elle communique pas. Darmanin, lui, il communique, donc on sait qu'il y va, quoi, qu'il va y aller, quoi, ça va y aller. Gérald Darmanin était à Amiens hier après-midi dans un tribunal, premier déplacement du ministre de la Justice. Il s'est ensuite rendu dans une maison d'arrêt à Liancourt, dans l'Oise, le garde des Sceaux qui dit, je cite, vouloir nettoyer les prisons. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir. Les journalistes adorent Darmanin parce qu'il fait des déplacements sur le terrain. Vous avez vu comme il se déplace là? Contrairement à Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, qu'on n'a toujours pas vu pêcher dans une forêt. Elle se déplace pas, voilà, elle reste statique. Oui, on va profiter de cette vidéo pour vous apprendre un peu qui sont les nouveaux membres du gouvernement. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Eux, ils veulent voir du Darmanin. Ils ont cliqué, ils veulent du Darmanin. Ils veulent entendre Darmanin, là, avec ses petits bruits de bouche dégueulasses, là. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est ce que va faire cet homme qui a été accusé de viol maintenant qu'il est ministre de la Justice. Il va faire quoi pour les femmes? Est-ce que c'est pas un peu gênant comme nomination quand on a soi-même eu maille à partir avec la justice sur ce sujet précisément? Tiens, tu vois, je l'aurais devant moi sur un plateau, c'est le genre de questions que je lui poserais. Mais oui, c'est vrai que maintenant, tu poses des questions aux politiques, toi. C'est ton nouveau truc, c'est bien. Ah oui, mais Darmanin, je veux pas lui parler. Je comprends. Évidemment, ce n'est pas le genre de questions qu'on pose à un ministre en exercice. Jean-Baptiste Boursier a tenté un truc un peu sur TF1, mais sans rappeler les accusations qui avaient été portées par 2 femmes contre le nouveau ministre de la Justice. Le monde entier a suivi le procès de Dominique Pellicot et ses co-accusés qui ont été condamnés pour viol. Gisèle Pellicot est devenue une icône. Quelle leçon vous tirez, vous, garde des Sceaux, de ce procès? C'est la société qui doit tirer toute une leçon. C'est toute la société, hein. C'est pas les hommes en particulier, c'est pas la justice, c'est pas le ministre de la Justice non plus. Non, c'est un peu tout le monde, en fait. C'est un peu personne, finalement. Et là-dessus, il n'y aura pas de relance, et c'est tant mieux. Parce que Gérald Darmanin, il est pas venu pour parler de ça. Il est venu pour parler de la guerre contre la drogue. C'est ça son sujet. Alors c'était déjà un peu celui de Retailleau. Et Retailleau est toujours ministre de l'Intérieur. Mais le sujet était porteur, donc il n'y a pas de raison que Darmanin s'en empare pas aussi. D'ailleurs, Darmanin a fait une proposition, il a eu une idée, il a fini par faire une annonce. Le nouveau garde des Sceaux s'est dit favorable à un isolement des 100 plus grands narcotrafiquants détenus en France. Il veut également construire de nouvelles prisons dédiées aux courtes peines. Retour sur ces annonces avec Raphaël Redon. Pour son 4e déplacement en une semaine, Gérald Darmanin présente son plan pour lutter contre le narcotrafic. Voilà, il faut mettre sous surveillance les 100 plus gros dealers de nos prisons. Alors pourquoi 100 ? Pourquoi pas 92 ? Pourquoi pas 120 ? On sait pas. Enfin si, on sait, parce que c'est de la com. Voilà, ça c'est de la bonne com. Prenez-en de la graine les autres. Et pourquoi pas 101? Les 101 Darmanin? Eh oui. Et oui, isoler les 100 plus gros narcos, on sait pas si ça va marcher, on sait pas pourquoi il y en a 100, mais l'essentiel, et Darmanin le dit lui-même, c'est que c'est symbolique. Voilà, écoutez, il le dit clairement. Pouvoir isoler les quelques dizaines, la centaine de chefs de réseau pour donner d'abord un signal extrêmement fort et pour montrer le volontarisme de l'État. C'est vrai, il le dit. C'est un signal. C'est pour montrer le volontarisme de l'État. Mais en fait, surtout le volontarisme de Darmanin lui-même. Et ça marche. Pour attirer l'attention des médias, Gérald Darmanin a d'autres méthodes, il n'y a pas que les annonces choc. Il sait qu'il suffit parfois de mettre en circulation juste un nouveau mot. Voilà, une formule choc, et ça peut occuper les journalistes pendant des semaines. Et quand Darmanin tient un mot qui claque, il le lâche pas. Souvenez-vous de la séquence sur l'ensauvagement.
Ça avait duré longtemps. C'était en 2020. Donc lui, il a lâché ça une fois, et puis ensuite il l'a répété, et puis après sur les plateaux, on lui disait « Mais Gérald Darmanin, vous avez employé le mot ensauvagement, est-ce que vous l'assumez ?» Et lui il faisait « Oui, je l'assume, il y a en effet un ensauvagement d'une certaine partie de la société. » Bien sûr, ça ne marche pas avec tous les mots. Ça marche quand on n'a pas l'habitude d'entendre un ministre parler comme ça. Et ça marche quand le mot est choquant. Et pour ça, c'est pas compliqué, il suffit d'aller piocher dans le vocabulaire de l'extrême droite. Ce terme d'ensauvagement. Ensauvagement, 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 ensauvagement. Jusqu'ici, c'était plutôt un vocabulaire qui était dans le registre de la droite dure, voire de l'extrême droite. En 2017, quand Édouard Philippe a pris Darmanin dans son équipe gouvernementale, il l'a nommé ministre de l'Action et des Comptes Publics. Là, c'était quand même un peu plus dur de communiquer, c'est franchement pas le ministère le plus passionnant. Il faudra attendre 2020 pour le voir débarquer à Beauvau, ministre de l'Intérieur. Ça, c'est un poste stratégique pour offrir aux médias des phrases chocs et des belles images avec des uniformes et des gyrophares. Les ministres de l'Intérieur, ils sont plus intéressants que les autres à suivre avec des caméras, parce que alors là, il y a la police, et la télé adore la police, hein, vous devez le savoir, il y a des émissions sur la police tous les jours. Et vas-y qu'on suit les gendarmes du Cap d'Agde, qui font des courses-poursuites avec les mecs bourrés, et vas-y qu'on part en immersion avec une brigade niçoise qui traque les incivilités sans relâche. Est-ce que vous connaissez des émissions qui suivent des travailleurs sociaux ou des inspecteurs du travail? Bah non, parce que c'est chiant, ils sont nuls. La police, par contre, c'est cool. Ah ouais, puis alors le groupe BFM RMC, ils adorent ça. Ils sortent des nouvelles émissions tout le temps. Il y en a encore une nouvelle qui vient de sortir, ça s'appelle Flick Story. Waouh, ça me branche trop. D'ailleurs, entre Darmanin et BFM, il y a une belle synergie. Darmanin était assez proche de l'ancien directeur de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel. Vous savez, celui qui ne veut pas qu'on parle de violences policières sur sa chaîne. Ce qui semble établi, en tout cas, c'est que le directeur général de BFM TV entretient des liens étroits avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il l'a souvent au téléphone, nous a révélé un journaliste. Darmanin l'informe de ses déplacements et lui demande parfois s'il peut envoyer une équipe. Vous avez bien entendu, c'est Darmanin qui demandait à Fogiel de venir couvrir ses déplacements, tout simplement, pour qu'il se ferait chier. Bah oui, tant que l'autre obéit. Bon, vous voyez, tout ça, c'est bien rodé, en fait, et ça marche toujours, c'est ça qui est fou, quoi. On pourrait croire que c'est toujours la même chose, donc du coup, ça finit par saouler les journalistes, mais non. Alors ça saoule quand même quelques journalistes, comme ici Bruno Donnet, on est sur Inter, en 2023. Le plan com, c'est celui du ministre de l'Intérieur. Il n'a pas pu vous échapper, car Gérald Darmanin est absolument partout. En 10 jours, il a fait 9 sorties dans des médias de premier plan avec à chaque fois une même ambition, incarner la fermeté. Tu remplaces le mot intérieur par le mot justice et en fait tu pourrais refaire exactement le même édito pour décembre 2024. Le journaliste de France Inter revenait sur une opération de com de Darmanin. Le ministre de l'Intérieur avait autorisé les caméras de TF1 à suivre une équipe lors de contrôles de fichiers S qui ne sont pas filmés d'habitude, mais on pourrait le tourner autrement. Darmanin avait commandé un reportage à TF1 et TF1 avait obéi. Anne-Claire Coudray y a expliqué que les contrôles de personnes fichées S avaient été intensifiés avant de préciser ceci. Des opérations que nous avons été autorisés à filmer pour la toute première fois. Que le principal intérêt de ce reportage n'était pas pour le téléspectateur, mais bien pour le ministre de l'Intérieur qui a trouvé là une splendide occasion de montrer qu'il prenait la question des fichiers S très au sérieux. Reste à savoir, Nicolas, si relayer une opération de pure communication fait partie des prérogatives de l'information. Ah tiens, c'est marrant, parce qu'il y a France 5 aussi qui a eu le droit de filmer des trucs cette semaine que d'habitude on n'a pas le droit de filmer. Des comparutions immédiates. Waouh, mais c'est génial. La liberté de la presse progresse de jour en jour. Les équipes de C'est dans l'air ont exceptionnellement pu se glisser dans l'une de ces audiences. Je vous propose de regarder ces images rares. Darmanin arrive à la justice, et tiens, on a des images rares de la justice qui arrivent comme ça. Ah, c'est pratique. La formule Darmanin, vous avez vu, en fait, elle est efficace, elle est très efficace. Mais le gars est fort, hein, le gars est quand même très fort. Et en même temps, il a de qui tenir. Il s'est évidemment inspiré des meilleurs. Du meilleur même. La réponse politique maintenant, Nicolas Sarkozy veut occuper le terrain. Le ministre de l'Intérieur a multiplié les déplacements pour apporter son soutien aux forces de l'ordre. Ça, c'était en 2005. Et oui, Darmanin applique la même méthode que Sarkozy à l'époque. Oui, alors il a dû renouveler un petit peu l'exercice, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux, etc. Mais globalement, c'est la même soupe. Sarkozy aussi se déplaçait en permanence. Qu'est-ce qui vient là? C'est Monsieur Sarkozy. Parce que est-ce que les autres sont venus? On vous remontre ces images parce que certains les ont peut-être oubliées et parce que les jeunes les ont peut-être pas encore vues. Mais elles ont vraiment marqué leur époque. Sarkozy avait inventé un style. Depuis le ministère de l'Intérieur, il faisait les gros bras, il voulait montrer qu'il était dur, qu'il allait être encore plus dur, puis qu'il avait pas peur. Il avait pas peur des racailles. Les habitants de la cité des 4000 ont, comme les autres habitants de France, le droit à la sécurité. On va donc nettoyer, au propre comme au figuré, la cité des 4000. Vous avez assez de cette bande de racailles.
On va vous en débarrasser. Et comme son modèle Sarkozy, Darmanin n'a pas honte de ses ambitions présidentielles. Et ça, les médias, ils adorent. Parce que quelqu'un de présidentiable, ça fait un destin à suivre de très près. Sauf qu'il a un problème, Darmanin, parce que là, il bricole ce qu'il peut depuis le ministère de la Justice, mais à l'intérieur, il y a encore Retailleau. Et Retailleau, lui aussi, il veut faire du Sarkozy. Mais peut-être que lui aussi il va être président de la République un jour. C'est passionnant. Darmanin-Retailleau, est-ce un duo ou est-ce un duel? En tout cas, c'est un nouveau feuilleton pour les journalistes politiques. Les deux n'ont que des mots doux l'un pour l'autre ces derniers jours. On a énormément de points en commun, assure Gérald Darmanin lors d'un déplacement à Marseille. Duo, tandem, binôme, ces mots on les lit partout dans la presse, ça vient de leur entourage. Et ça aussi, ça contribue à faire parler d'eux. Voilà, cette concurrence ou alors cette complémentarité surjouée, ça intéresse, ça fait parler, ça prend de la place. La presse adore. Et même Libé tombe dans le panneau et nous sort ce genre de une. Alors, peut-être que ce serait un peu plus marrant si on n'était pas en train de parler de deux des ministres les plus répressifs et brutaux qu'on ait jamais vus à ces postes. Mais ouais, sympa la ref, hein. Ha ha ha, on se marre. Et partagent la même ligne, autorité, fermeté. Et ils partagent aussi autre chose. Un goût prononcé pour la communication et les phrases choc, sauf que Bruno Retailleau était seul en scène pendant 3 mois. Là, Gérald Darmanin occupe l'espace depuis son retour au gouvernement, ce qui agace un peu dans l'entourage du premier, d'autant que tous les deux sont populaires dans les enquêtes d'opinion. Et bah tout ça, ça augure du meilleur, ça va être super intéressant à suivre. Putain, mais tuez-moi tout de suite en fait. Un tandem très médiatique et un risque, celui de la bataille d'ego. Habitués des projecteurs, l'un comme l'autre commentent tout. Mais vous aussi, vous commentez tout et n'importe quoi. Arrêtez, bordel. Vous avez le droit de pas rentrer dans leur jeu. Vous avez le droit de vous pencher sur des trucs sur lesquels ils ont pas vraiment envie qu'on se penche. Vous pouvez tourner la question autrement. Est-ce que ça marche, là, leur politique répressive, là, la même depuis 30 ans? Plus de peines plus lourdes, plus de flics, plus de machin, là. Ça marche? Ça marche? Est-ce qu'il y a moins de criminalité? Est-ce que ça marche, la politique du chiffre? Il se passe quoi après les annonces? Peut-être les interroger là-dessus. Parce que oui, ça fait 30 ans que ça dure. C'est un cycle infernal. C'est toujours la même chose. Et vous savez quoi? Ça ne suffit jamais. Il y a toujours des crimes et des délits. Bah oui, bah du coup, la fois d'après, ils doivent faire quoi? Eh bah ils changent de ton, ils montent d'un cran dans la violence des mots, et allez, ils en inventent des nouveaux. Aujourd'hui, les narco-racailles n'ont plus de limites. Ça veut dire quoi, narco-racaille? C'est un terme que vous avez utilisé samedi dernier. Je peux vous dire que les Français me comprennent. Moi, je parle directement aux Français. Ça veut dire quoi, narco-racaille? Mais tu vois très bien ce que ça veut dire. Et encore, c'est rien par rapport à ce qu'ils vont trouver la prochaine fois. La prochaine fois, je sais pas, les narco-terroristes, les narco-bâtards. Et à chaque fois, ils promettent qu'ils vont taper encore plus fort et que cette fois-ci, ça va marcher, vous allez voir. Vous pensez que le ministre peut gagner cette guerre totale contre ce qu'il appelle la narco-racaille ou pas? Vous lui faites confiance au ministre de l'Intérieur ou pas? Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte? Mais c'est l'armée qu'il faut mettre. Ah oui. C'est l'armée, faut dératiser. Faut dératiser avec l'armée, l'auditeur, il a dit. Vous voyez, c'est ça, le résultat de 30 ans de com' à la Sarkozy-Darmanin. Ça n'est jamais assez, ça ne sera jamais assez. Donc peut-être qu'en fait, faut envoyer des commandos de la mort, avec des gros chalumeaux. Voilà, peut-être qu'il faut faire comme aux Philippines. En fait, il faut les fusiller, sans procès, sans sommation, jusqu'au dernier. Et puis tout simplement, peut-être qu'il nous faut l'extrême droite. La vraie extrême droite. Pas cette version ministérielle et sage. Non, la vraie extrême droite. Celle de la fille Le Pen, dont le père avait torturé des Arabes en Algérie. Celle du GUD et des ratonnades. Ce point de bascule, il nous impose des choix. Soit il y a une mobilisation générale pour ce grand combat qui prendra des années, mais on le gagnera. On le gagnera. Soit il y a la mexicanisation du pays. Vous voyez, toutes ces outrances faites pour mettre en valeur des hommes politiques médiocres et cyniques comme Darmanin et Retailleau, c'est sans doute ce qui contribue le plus efficacement à la montée du vote pour le Rassemblement national. Alors, on pourrait se dire qu'ils se tirent une balle dans le pied en fait en faisant ça, parce que c'est pas eux le RN, mais en fait vous croyez vraiment que si le RN arrive aux affaires, eux ils vont rester sur le banc de touche? Bah non, ils vont aller gouverner avec. Enfin, qu'est-ce qui les en empêcherait? D'ailleurs, leurs sorties sont bien accueillies par l'extrême droite et ses médias. Donc la greffe va prendre, il n'y a pas de raison. Chez Hanouna, par exemple, on est déjà fan de la dernière trouvaille de Retailleau. C'est l'état de la France. Et quand Gilles Verdez n'aime pas qu'on utilise le mot mexicanisation, eh bien, je vous le dis, moi je vais l'utiliser, je vais le dire dans mon mot mexicanisation, 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 Pépito. Merci. Bon, cette fois, ils ont choisi la drogue comme sujet. Alors, la France, c'est certes pas le Mexique, faut pas exagérer. Par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet, c'est-à-dire les Français consomment beaucoup de drogue, légale et illégale. Ils ont pris de la drogue, globalement, les Français. On est un des pays les plus répressifs sur les drogues illégales et ça ne marche pas. Alors, est-ce que le but, c'est vraiment qu'on consomme moins de drogue? Ou est-ce qu'au contraire, on s'y prend mal précisément pour pouvoir continuer à faire de la répression? C'est la répression qui semble intéresser ces gens. Pas les résultats concrets sur le pays, mais la répression, ça permet de faire le fier. Ça permet de montrer les muscles,
Ça sert leur carrière. Pourquoi lever le pied sur la répression alors que ça permet de faire de si beaux déplacements, de si belles annonces, de se féliciter ensuite de ces saisies de drogue impressionnantes? Les opérations antidrogue continuent à produire énormément d'effets. Nous sommes à 1738 interpellations au moment où je vous parle, dont 150 kilos de drogue qui ont été saisis avec notamment de l'héroïne et de la cocaïne, 2,4 millions d'euros d'argent et nous avons eu plus de 20 000 policiers et gendarmes mobilisés. C'est beaucoup ça, 150 kilos de drogue? Non, parce que ça a l'air beaucoup quand même. Alors, pour une soirée, c'est beaucoup. Pour le pays, par rapport à ce qui circule, à ce qui rentre en Europe, par les ports, tout ça, on sait pas, et en fait, on s'en fout, c'est pas la question. Vous voyez bien que le sujet, là, c'est Darmanin et son volontarisme, et c'est tout, c'est ses résultats, voilà. Il a des résultats. Et ça aussi, ça rappelle Sarkozy et sa politique du chiffre. Il faut pouvoir annoncer des trucs. Et Darmanin, dès qu'il est arrivé à Beauvau, il a évidemment relancé la politique du chiffre. Voilà ce qu'on pouvait lire sur le site d'Europe 1 en 2020. Malgré ces déclarations, cette fameuse politique du chiffre est bien relancée sur le terrain. Des instructions écrites et chiffrées ont ainsi été diffusées dans certains départements. La politique du chiffre, ça permet d'obtenir des résultats, mais des résultats nuls. Personne ne croit vraiment que c'est en arrêtant des petits dealers au coin des rues qu'on va démanteler un trafic de si grande ampleur. Un trafic aux ramifications mondiales, qui a ses réseaux de corruption dans des entreprises de transport, des ports, des banques qui blanchissent l'argent. Alors on fait quoi? C'est vrai que ça a l'air compliqué, même pour Retailleau et Darmanin, là, qui sont pourtant si impressionnants. Mais non, alors ils font quoi? Ils communiquent sur tous les plateaux, ils trouvent des slogans, ils les répètent, voilà. Fumer un joint, prendre un rail de coke, c'est du récréatif. Non, c'est pas du récréatif. Parce que le joint, le rail de coke, il a le goût des larmes, il a le goût du sang. Parce que le joint, ce rail de coke, il a le goût des larmes, il a le goût du sang. Au bout de la chaîne, il y a des jeunes, des enfants qui ont l'arde de coups de couteau, qu'on brûle vif. C'est ça, je veux responsabiliser les consommateurs. Alors soyons clairs, le trafic souterrain des drogues illégales et tout le système autour, ça n'est pas un non-sujet. On sait aussi que la consommation chez 10% des utilisateurs des drogues illégales, elle est problématique, elle est dangereuse pour eux. Bon, bah pareil, c'est pas un non-sujet, on peut en parler. Mais ce serait bien que les médias traitent ces sujets autrement que par le prisme de la communication de Darmanin et Retailleau. C'est possible. Le 2 janvier, sur France Culture, Jean Lémarie, dans la matinale, a longuement évoqué avec ses invités le rapport aux drogues légales et illégales des Français. C'était très intéressant. Et le soir, sur la même station, Quentin Lafay creusait la question de l'organisation de ces trafics. C'est vrai que c'est intéressant aussi. Ça peut être intéressant, il n'y a pas de raison. Et ce qu'on peut noter là aussi, c'est que les deux ministres ont réussi bel et bien à imposer leur sujet, puisque quand même, sur France Q, la même journée, il y a eu une émission sur la drogue le matin, une le soir. Alors, le ton n'était pas le même, mais enfin voilà, ça marche la com. Ils ont imposé leur sujet. Et sur ce sujet, le cadrage dominant reste le cadrage sécuritaire. Celui voulu par Darmanin et Retailleau qu'on a rarement vu aussi inspiré. Mais tant que les médias suivront, ils vont continuer. Ils vont continuer à pousser toujours plus loin les menaces, les slogans, les mesures, à stigmatiser des quartiers entiers, des populations entières, à encourager une répression toujours plus féroce et toujours plus inutile. Mais on vous l'a dit, la répression et les coups de menton, c'est tout ce qu'ils ont à proposer parce que c'est comme ça qu'ils se construisent une image de responsable politique toujours plus courageux, toujours plus volontaire, et en fait toujours plus proche des thèses, des thèmes et du vocabulaire de l'extrême droite, puisque c'est ça qui marche dans les médias. Des médias eux aussi, toujours plus à droite. Dans cet épisode, on aurait aimé se réjouir avec vous de la mort de Jean-Marie Le Pen, mais force est de constater qu'il a fait des petits, et qu'avec des gens comme Darmanin ou Retailleau, son spectre va encore continuer quelque temps à hanter une France plus lepénisée que jamais. Yes. Et nous on se retrouve dans 2 semaines. C'était bien là. Et si vous êtes consommateur de drogue, n'hésitez pas à arrêter, parce que bah oui, quand même, vous pourriez faire mieux avec cet argent, vous pourriez financer la presse libre. Et si vous êtes dealer, pareil, faites-en quelque chose de cet argent de la drogue, là, faut financer la presse indépendante, quand même. Merde.